De violents combats ont opposé dans l'après-midi du lundi l'armée tchadienne aux insurgés islamistes nigériens de Boko Haram sur les îles du lac Tchad. Agathon Rwasa, le principal opposant burundais, a participé lundi à la première session de l'Assemblée nationale fraîchement élue. Enfin, le Niger fait la promotion de son gaz pour freiner la coupe sauvage du bois, une mesure encouragée par les dispositions financières. C'était là les principaux titres de cette édition. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre. De violents combats opposaient lundi l'armée tchadienne aux insurgés islamistes nigériens de Boko Haram sur des îles du lac Tchad, selon des sources concordantes. L'armée tchadienne a intercepté dans la matinée des éléments de Boko Haram en fuite à une vingtaine de kilomètres au sud-est de Bagasola, l'une des principales villes tchadiennes du lac. De violents combats se poursuivaient en fin d'après-midi dans la zone. Les autorités locales ont confirmé une grande opération de ratissage dans les îles tchadiennes du lac où le gouvernement a ordonné l'évacuation des populations. 7 personnes ont été tuées depuis dimanche lors d'attaques des islamistes nigériens de Boko Haram dans l'extrême nord du Cameroun, en proie depuis plusieurs jours à des attentats suicides. Selon une source sécuritaire en poste dans la région, 3 personnes ont été décapitées lors de l'attaque de 2 villages voisins, Tchébé et Dizaba, situés à une dizaine de kilomètres de la frontière nigériane. Les assaillants ont également incendié les concessions des villageois et une église catholique. Par ailleurs, 4 personnes ont été tuées dans la nuit de dimanche à lundi lors d'une incursion du groupe islamiste dans la localité d'Afadé, une autre localité de l'extrême nord du Cameroun, frontalière du Nigeria. Le principal opposant burundais, Agathon Rwasa, a participé lundi à la première session de l'Assemblée nationale fraîchement élue, disant vouloir jouer le jeu pour aider à sortir son pays de la crise après avoir refusé de reconnaître les résultats des élections. Reportage. Cette première session s'est tenue en présence de 104 des 121 députés devant normalement composer la nouvelle Assemblée. L'ensemble de l'opposition, dont Agathon Rwasa avait annoncé boycotter les scrutins, mais la commission électorale avait maintenu leur candidature. L'opposant, en acceptant participer aux assises de l'Assemblée nationale, a bien de raisons. L'opposition a jugé le 3e mandat d'un Nkurunziza anticonstitutionnel et contraire à l'accord de paix d'Arusha qui avait permis de mettre fin au conflit civil qui ravageait le pays. Le principal allié de Rwasa dans ce processus électoral, Charles Nditié, n'était pas présent dans l'hémicycle lundi. Des nouvelles de la Somalie à présent, une attaque à la voiture piégée contre un hôtel de Mogadiscio, revendiqué par les islamistes somaliens Shebab, a fait plus d'une douzaine de morts dimanche. Un attentat qui illustre la menace toujours incarnée par les insurgés. Les détails. Au moins 13 personnes ont été tuées dans l'attentat perpétré dimanche par les islamistes somaliens Shebab contre un hôtel de Mogadiscio abritant des représentations diplomatiques, selon une annonce faite lundi par une source sécuritaire révisant un précédent bilan de 6 morts à la hausse. Une grosse voiture remplie d'explosifs s'est enfoncée dans l'hôtel, ce qui a provoqué la mort de plusieurs civils, dont des journalistes somaliens qui travaillaient pour leur pays. L'attentat a été revendiqué par les Shebab affiliés à Al-Qaïda. Ils ont affirmé avoir agi en représailles à de récentes offensives menées contre eux dans le sud somalien. L'explosion s'est produite dans l'hôtel Jazeera, qui est fréquenté par des membres du gouvernement somalien et des expatriés. Parmi les victimes figure un diplomate chinois. L'hôtel abrite les ambassades de Chine, du Qatar et des Émirats arabes unis à Mogadiscio. L'hôtel se trouve près de la zone hyper protégée de l'aéroport international qui abrite les Nations unies, des ambassades occidentales et le siège de la force de l'Union africaine, la MISOM. Cette dernière, qui combat les insurgés Shebab dans le pays, était sur place pour évacuer les blessés.
L'attentat a eu lieu au moment où Barack Obama quittait le Kenya voisin après avoir loué samedi le travail de l'AMISOM, force à laquelle participe un contingent kenyan. Mais malgré leur revers sur le terrain somalien, les insurgés multiplient les raids sanglants dans le pays et au Kenya. Au Nigeria, la situation dans le nord du pays se complique de jour en jour, surtout avec les attaques kamikazes de la secte islamiste Boko Haram. Cette situation a fait fuir bon nombre d'investisseurs dans les États de Kano, Kaduna et Borno. Notre correspondant au Nigeria, Abdoulaye Issa, nous fait un point de la situation. Au Nigeria, les avis sont partagés sur les différentes conclusions et retombées de la dernière visite du président Muhammadu Buhari aux États-Unis. D'aucuns pensent que le nord du pays, qui continue de subir les affres du groupe armé Boko Haram, a besoin d'un nouveau souffle tant sur le plan économique, éducatif, social et sanitaire. Le nord Nigeria, jadis partie propice pour mener de très bonnes affaires, s'est vu complètement vidé de ses entreprises et infrastructures qui généraient de l'argent pour faire tourner les cités. De Katsina, Kano, Kaduna en passant par Borno, l'État nigérian est à la recherche des voies et moyens pour faire revenir ses investisseurs. Pour les nouvelles autorités, résoudre l'épineux problème de Boko Haram passe d'abord par le retour de la confiance qui ouvrira certainement la voie d'un éventuel retour de ces investisseurs et partenaires du développement dans ces parties. Quand vous avez des affaires, c'est d'abord la stabilité qui fait profiter, développer ou influencer en tout cas ces affaires-là. Et l'instabilité aujourd'hui, basée surtout sur le problème sécuritaire, surtout dans notre zone, fait naturellement balancer un peu les résultats. Une situation qui, aux yeux de certains, n'est guère encourageante. Les activités économiques sont confrontées à d'énormes problèmes qui sont liés aux obstacles que nous vivons au quotidien. Bien que nous ayons une stabilité morose et incertaine, nous continuons par espérer tout en ayant à l'esprit que les choses s'amélioreront d'un jour à l'autre. Le président américain Barack Obama a appelé ce lundi les pays d'Afrique de l'Est combattant les islamistes Shebab en Somalie à maintenir la pression sur les insurgés. Il en a profité pour égratigner son allié clé en matière de sécurité régionale, l'Éthiopie, sur la question des droits de l'homme. Reportage. Depuis Addis Abeba, la capitale éthiopienne, où il effectue une visite inédite pour un chef d'État américain, Barack Hussein Obama a salué le travail des troupes régionales engagées au sein de la force de l'Union africaine en Somalie, AMISOM, pour combattre les Shebab aux côtés de l'embryon d'armée somalienne. L'AMISOM, forte de quelques 20 000 hommes, comprend des contingents éthiopiens, kenyans, ougandais, djiboutiens et burundais. We don't need to send our own. Nous n'avons pas besoin d'envoyer nos propres Marines sur place pour combattre. Les Éthiopiens sont des combattants suffisamment aguerris et les Kenyans et les Ougandais font sérieusement leur travail, déployant des troupes sur place au prix de sacrifices parce qu'ils reconnaissent l'importance de stabiliser la région. Comme au Kenya voisin, le dialogue sécuritaire, pivot des relations américano-éthiopiennes, s'est imposé comme sujet central lundi à Addis. Très attendu par la société civile sur les droits de l'homme, le président américain a abordé la question épinglant le déficit démocratique éthiopien. Addis est régulièrement accusé de bafouer les droits de l'homme et de faire taire les voix dissidentes. Pour nous, la critique est très importante parce que ça nous permet de corriger nos erreurs et repousser nos limites. Nous pensons que les journalistes ont un rôle à jouer parce que les médias sont une des institutions qui encouragent le discours démocratique. Le président américain a aussi dénoncé la détérioration continue de la situation au Soudan du Sud, le jeune pays du monde ravagé par 19 mois de guerre civile. La visite éthiopienne de Barack Hussein Obama aura comme point d'orgue mardi un discours au siège de l'Union africaine. Le président américain aura l'occasion de s'adresser de nouveau au continent après le sommet USA-Afrique en août 2014. Menacé par le désert qui a déjà colonisé plus des 2/3 du territoire, le Niger, pays sahélien pauvre, fait la promotion de son gaz pour freiner la coupe sauvage du bois, principal combustible pour une écrasante majorité des habitants. Une mesure encouragée par des dispositions financières. Les détails.
Unique combustible domestique, le bois est utilisé en Afrique et au Niger par tous les ménages. Quelques 200 000 tonnes de bois sont ainsi consommées tous les ans, soit l'équivalent de 100 000 hectares de forêt détruits. Face à la menace de la désertification, les autorités ont entrepris des actions pour inverser la tendance. Dans la ville de Niamey, vous avez des camions qui viennent de tous les sens pour déverser du bois et tout le monde ne consomme que du bois. Eh bien, très souvent d'ailleurs, c'est des forêts qu'on détruit. Promouvoir le gaz du pays. La campagne de sensibilisation a démarré en 2012. Pour stimuler les consommateurs, les réchauds, via des subventions d'État, ont vu leur prix diminuer de 35%, passant de 23 000 à 15 000 francs CFA, et les bonbonnes de 6 kg de gaz de près de 50%, passant de 3 500 francs à 1 800 francs. Tous les moyens sont bons pour séduire les Nigériens, dont le pays produit annuellement, depuis 2011, 44 000 tonnes de gaz domestique. Depuis 2011, des bons importants sont observés en matière de pénétration des gaz dans les ménages. Mais la consommation reste marginale en raison du faible pouvoir d'achat des ménages. Dépassant les préoccupations économiques, le principal enjeu est écologique. Plus de 90% des ménages n'utilisent que le charbon de bois, alors même que le sous-sol contient du charbon fossile. Depuis 1990, les zones forestières du Sud ont perdu un tiers de leur surface pour ne plus représenter que 1% du pays, d'après le programme des Nations Unies pour l'environnement. Faute d'arbres, le désert s'étend inéluctablement et engloutit doucement les terres fertiles au moment où la population de plus en plus nombreuse en a besoin pour l'agriculture, déplore l'expert onusien. En Turquie, des affrontements ont opposé dimanche pour la 3e journée consécutive la police et des manifestants dans un quartier d'Istanbul. Des affrontements qui ont éclaté après la mort d'une militante d'extrême gauche tuée lors d'un raid de la police. Les images. Les forces de l'ordre sont intervenues avec des gaz lacrymogènes, des canons à eau et des balles en plastique pour disperser une foule qui se pressait dans le district de Gazi, dans le nord de la plus grande ville de Turquie, pour les funérailles de la victime de confession alévi, une minorité musulmane libérale. Des centaines de militants proches de la jeune femme ont répondu par des jets de pierre et de cocktails Molotov et dressé des barricades au milieu des rues. Les affrontements étaient toujours en cours en fin d'après-midi. Que les mères ne pleurent plus leurs enfants, que les enfants ne meurent plus. Nous voulons un pays libre. La police turque a mené depuis vendredi dans tout le pays une vague d'arrestations visant des militants des rebelles du Parti des travailleurs du Kurdistan, PKK, des militants présumés du groupe djihadiste État islamique et d'extrême gauche. Près de 600 arrestations ont eu lieu selon un bilan provisoire. Je m'inquiète beaucoup de ce qui se passe. Pour ma tranquillité personnelle et pour la paix de notre société, je veux la paix maintenant et tout de suite. Je dis non à la guerre. Nous les empêcherons de faire la guerre. Nous ne leur laisserons pas la direction de l'État et comme nous l'avons dit précédemment, nous ne les laisserons pas imposer la dictature. Si Dieu le veut, l'union du peuple les empêchera par les voies démocratiques et pour maintenir la paix, de satisfaire leur aspiration à la guerre. Ces coups de filet interviennent dans la foulée de l'attentat suicide meurtrier attribué à l'État islamique perpétré à Suruk dans le sud, après lequel le gouvernement turc a mené des frappes aériennes contre des cibles djihadistes en Syrie et des positions du PKK en Irak. Le district stambouliote populaire de Gazi est un bastion de la communauté alévi et de l'extrême gauche turque, en grande majorité hostile au gouvernement islamo-conservateur qui dirige le pays depuis 2002. Madame, Monsieur, ce sera tout pour cette édition. Merci de toujours nous préférer pour vous informer. Au revoir.